Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir que de vous avoir aujourd'hui pour cette session sur patients partenaires et éducation thérapeutique. C'est une session dont vous avez pu le voir qui va s'inscrire dans les intercongrès qui ont lieu tous les 2 ans et qui est organisée par la CET, qui montre bien toute sa dynamique pour favoriser la recherche et promouvoir l'éducation thérapeutique en Europe. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Gross et Philippe Baume pour cette session qui devrait normalement être très riche. Donc, qui est Olivia Gross? Eh bien, elle est docteure en santé publique et chercheure en sciences de l'éducation et de la formation. Elle est titulaire de la chaire de l'engagement des patients dans le système de santé de l'université Sorbonne Paris-Nord. Elle mène ses travaux au sein du laboratoire éducation et pratique de santé de Bobigny. En ce qui concerne Philippe Baume, il est médecin formateur en éducation du patient au CHU de Nancy dans le service d'endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques et nutrition. Il est coordinateur aussi du réseau LORDIAMN, c'est la Fédération lorraine des réseaux et structures spécialisées dans la coordination des soins, l'éducation thérapeutique du patient et la formation pour le diabète, l'obésité, les maladies métaboliques et la nutrition. Il est membre partenaire d'un programme de recherche sur l'approche patient partenaire en grande région. En ce qui me concerne, je suis responsable de l'unité transversale d'éducation du patient au CHU de Reims et travailler sur la notion de patient partenaire avec une réalisation de charte, donc d'où mon rôle dans cette modération. Alors, nous allons commencer et donc je vais passer la parole à Olivia Gross qui sera suivie par Philippe Baume pour présenter leur intervention. À tout à l'heure. Juste un point, n'hésitez pas à inscrire d'emblée vos questions au fur et à mesure sur le chat, puisque vous ne pourrez pas intervenir directement, mais je serai le relais de vos questions auprès des orateurs. À très bientôt. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis ravie de contribuer à ce beau webinaire qui est consacré à l'approche patient-partenaire. J'ai intitulé ma communication niveau et logique de l'approche patient-partenaire en éducation thérapeutique. En fait, j'aurais pu l'intituler, et j'ai hésité à le faire, l'approche patient-partenaire à l'usage des bonnes volontés. Puisqu'en fait, j'ai considéré que si vous étiez présent aujourd'hui, c'est que vous étiez déjà intéressé et certainement sensibilisé par ce sujet. Du coup, je n'ai pas prévu de spécialement définir l'approche patient-partenaire ni de repartir des fondements de l'approche patient-partenaire, mais plutôt des questions que j'imagine qui sont celles du moment et celles que vous êtes susceptibles de vous poser. Ça me conduira à aborder les niveaux de la participation et les logiques de la participation, ainsi que les savoirs et pouvoirs des patients, pour en déduire ensuite des plans d'action concrets en éducation thérapeutique du patient. Et puis, comme ce champ est vraiment inépuisable, ça me conduira à formuler les nouvelles questions qui peuvent se poser. Alors, les questions que j'ai pu subodorer que vous vous posiez sont les suivantes. Comment faire encore mieux? Quels critères de succès fixer au partenariat? Et puis aussi, sans doute, se pose la question du profil de patient partenaire à recruter. Alors, les échelles de niveau de la participation donnent quelques éléments de réponse à la question du comment faire encore mieux. Vous avez déjà dû croiser ce type d'échelle, il y en a plusieurs, qui toutes découlent de l'échelle Princeps d'Epstein. On voit un continuum donc de l'engagement des patients qui débute par la non-participation dans la forme optimale et de l'ordre du partenariat avec les patients, et ça passe par l'information, la simple remise d'informations à des patients. Ça se poursuit par la consultation, où là, les professionnels gardent la main sur ce qu'ils décident de garder de ces consultations. Et il y a ensuite la collaboration, où les professionnels décident des espaces dans lesquels ils intègrent des patients. Donc, concrètement, en éducation thérapeutique, eh bien, on fait de la consultation quand on fait en amont des programmes d'éducation des enquêtes pour identifier ou des entretiens pour identifier les besoins et attentes des patients avant de
pour nous aider à concevoir les programmes. On fait de la collaboration quand on va impliquer des patients formés, tels les patients ressources, dans des tâches qui sont prédéterminées. Et on fait du partenariat quand on co-construit un programme et quand on co-identifie les tâches qui sont à co-réaliser. Alors seulement ces échelles échouent encore à rendre compte de l'ensemble des enjeux et parce qu'elles ont un certain nombre d'angles morts. Et c'est Tritter et McCollum en particulier qui ont attiré notre attention sur ces angles morts. Ils nous disent notamment qu'il y a un impensé au niveau du nombre de patients partenaires. Et effectivement, on se voit donner la note maximale en termes de partenariat à des équipes qui ont fait du partenariat avec une seule personne versus des équipes qui ont fait du partenariat avec 20 personnes. Il y a aussi un impensé en termes de profil des patients partenaires. Pas tant en termes de leurs compétences, parce que ça, elles sont de plus en plus catégorisées, mais ce que disent Tritter et McCollum, c'est que dans ces échelles, on ne voit pas du tout qui a participé et qu'il reste des publics particulièrement invisibles, notamment sur le plan du genre, du niveau socio-culturel, de l'origine ethnique, culturelle, voire de certaines maladies. En fait, à noter toutefois que ce type de public-là invisible est souvent aussi un public extrêmement naïf et il a été montré que c'est aussi un public qui est assez facilement instrumentalisé ou un public alibi parce qu'il n'a pas les codes de la participation, il manque d'un certain capital social. Donc, ce n'est pas si facile de travailler avec ce type de public-là. Alors, il ne faudrait pas non plus croire que c'est plus simple pour des publics forts, notamment les publics associatifs, parce qu'eux aussi sont assez souvent discrédités sur la base de l'idée fausse d'ailleurs, comme quoi ils ne seraient pas représentatifs de tous les patients ou qu'ils ont au contraire une trop grande proximité avec les sujets traités. Alors, pour sortir de cette tension, je pense qu'il faut partir des logiques de la participation et des savoirs des patients. Ce que j'entends par logique de participation, c'est les raisons d'agir. Pourquoi les professionnels s'engagent dans des actions en partenariat avec les patients? Alors, il existe 4 types de raisons. D'abord, une logique plutôt utilitariste, hein, c'est quand on fait du partenariat pour obtenir des financements ou pour répondre à un cadre légal, obtenir des contacts, par exemple. Il existe une logique consumériste. Là, c'est quand on veut améliorer l'efficience d'un programme et en particulier sa faisabilité. On veut accroître le nombre on veut accroître le recrutement des participants, on veut améliorer l'accessibilité du programme, l'intelligibilité des productions. Il existe à côté de ça une logique épistémique quand on cherche à bénéficier des savoirs des patients partenaires à partir notamment de ce qu'ils connaissent, de ce qui compte pour les participants. Et enfin, une logique démocratique où là, on se donne pour objectif de rééquilibrer les enjeux de pouvoir et améliorer la transparence des actions menées. Alors, très honnêtement, l'objectif de rééquilibrer les enjeux de pouvoir, je l'ai surtout croisé dans la santé mentale plus qu'ailleurs à aujourd'hui. Alors, et qu'en est-il pour les patients? Alors, les patients, ils ont à la fois des envies d'agir et des raisons d'agir. Les envies d'agir, c'est-à-dire leur motivation de départ, elles renvoient à une certaine forme de vulnérabilité qu'ils ont pu connaître dans le contexte où ils ont eu le sentiment de l'inefficacité d'autrui. C'est-à-dire qu'il y a eu un besoin à un moment donné dans leur parcours qui n'a pas été pourvu, ou alors qui a été pourvu plus tard. Et ils ont ressenti donc un manque et ils se sont mis en mouvement parce qu'ils avaient un sentiment d'auto-efficacité. Et puis, ils l'ont fait pas seulement pour eux, mais pour la communauté de personnes à laquelle ils se sentent appartenir. Et petit à petit, ils sont devenus vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient. Et c'est d'ailleurs cette passion qui permet qu'ils arrivent à développer un certain nombre de compétences. Alors, plus exactement, il y a 2 profils de patients. Certains ont plutôt une passion cognitive qui les pousse à tout connaître d'un sujet et à vouloir bousculer les connaissances, et d'autres, c'est pour ça qu'on parle de passion d'ailleurs, et d'autres plutôt une passion conative qui les pousse à agir, et c'est souvent d'ailleurs dans ce type de passion qu'on voit les patients qui s'engagent dans l'accompagnement de leur père ou dans la père-éducation. Au total, c'est une motivation d'effectance, dans le sens où ce qu'ils veulent, c'est être efficace et utile.
et ils se sentent jamais autant utiles que quand ils sont dans une éthique de l'interstice, c'est-à-dire qu'ils sont là pour répondre aux besoins non pourvus ou pour faire légèrement différemment que comme c'est fait par les professionnels de santé. Parce que si c'est fait pour faire, s'ils sont là pour faire exactement la même chose, eh bien évidemment, ce n'est pas très utile, ça ne sert à rien, c'est déjà fait par d'autres acteurs. Pour ce qui est de leur raison d'agir, eh bien l'engagement des patients, il vise à améliorer l'expérience de soins des patients en général, en contribuant notamment à accroître leur liberté de bien-être, c'est-à-dire leur liberté d'être et de faire et de vivre selon leurs préférences. Donc, ça renvoie à l'accroissement de leur autodétermination. Et il vise également à contribuer à diminuer les inégalités épistémiques, c'est-à-dire l'asymétrie des savoirs et ses conséquences, notamment dans la relation de soins. Et donc, on comprend pourquoi ils sont particulièrement attirés par l'éducation thérapeutique. Alors, à propos de savoir, j'aurais tendance à proposer de resserrer la question des profils des patients partenaires à la question des savoirs. Alors, quels sont les savoirs qu'ont les patients? Et c'est à partir de l'hypothèse d'un lien entre les savoirs et les pouvoirs qu'on a pu identifier 5 types de savoirs différents. Alors, les patients ont des savoirs expérientiels, ça on l'entend assez classiquement, mais de quoi ils retournent? Eh bien, ces savoirs expérientiels concernent 4 domaines. Ils concernent la vulnérabilité, ils concernent la gestion de la vie quotidienne avec la maladie, ils concernent la relation de soins et ils concernent les parcours de soins. Sur ces 3 derniers domaines, gestion quotidienne, parcours de soins et relation de soins, chaque patient sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour lui. Dans certains cas, ces savoirs restent relativement implicites, c'est-à-dire que la personne les a pas vraiment verbalisés, les a pas confrontés à des savoirs d'autres personnes. En revanche, ils lui servent par automatisme et ça fonctionne. Et ça permet un pouvoir intrapersonnel, donc d'agir sur soi. Dans d'autres cas, les personnes ont plus souvent verbalisé ces savoirs et ils les ont utilisés pour servir un pouvoir interactionnel, c'est-à-dire pour agir sur autrui pour soi. Par exemple, quand un patient va dire dans la relation de soins « Ah non, à un médecin, non, ne me prescrivez pas ce médicament, la dernière fois, il ne m'a pas du tout réussi », ou elle va se servir de ses savoirs pour agir sur autrui pour lui, comme justement dans la paire éducation. Le souci avec ces savoirs expérientiels, c'est que alors, les savoirs expérientiels explicites sont un petit peu plus généralisants puisqu'ils ont été déjà plus confrontés aux critiques des autres. Néanmoins, ça reste des savoirs qui restent quand même assez individu dépendants puisque ce qui fonctionne pour une personne peut très bien ne pas fonctionner pour une autre et vice-versa. En revanche, à côté de ces savoirs, il existe des savoirs situés qui sont des savoirs expérientiels collectifs qui ont été mis en commun dans des associations, dans des collectifs sur Internet. Et là, du coup, le général a pu apparaître derrière le singulier jusqu'au point même d'aboutir à des prises de position, parce que c'est des savoirs qui sont aussi confrontés aux normes, aux bonnes pratiques, au droit, à l'éthique, et jusqu'à donc permettre des prises de position qui sont de l'ordre, qui permettent de passer de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas à ce qui pourrait fonctionner. Donc à des propositions. Et c'est en ce sens que ça sert un pouvoir épistémique ou sociopolitique, ça permet d'agir sur les idées ou sur le contexte. Enfin, il existe des savoirs théoriques. Évidemment, les patients ont accès aux savoirs théoriques par Internet, dans les congrès, par leur lecture, et qui permet un pouvoir collectif et d'agir sur les connaissances. Et il existe aussi des savoirs experts qui, là, renvoient à des savoirs plus techniques que les personnes peuvent avoir acquis par ailleurs dans leur vie. Et ça leur permet d'agir sur les choses, la techné, un pouvoir que j'ai appelé poétique. C'est par exemple des parents d'enfants handicapés qui vont créer un objet qui va faciliter la vie quotidienne avec leur enfant handicapé et objets qu'ils mettent ensuite à disposition de leur père ou carrément sur le marché. Alors, dans l'éducation thérapeutique, ceux qui ont des savoirs expérientiels implicites, la plupart du temps, on les retrouve comme participants à l'éducation thérapeutique. Ceux qui ont des savoirs expérientiels explicites, c'est précisément là qu'on va chercher, auprès d'eux, qu'on va chercher des pairs éducateurs. Ceux qui ont des savoirs situés collectifs, eh bien, c'est les membres d'associations de patients. Ceux qui ont des savoirs théoriques peuvent très bien endosser des rôles de co-chercheurs en éducation thérapeutique
ou de patients enseignants lors d'unités d'enseignement sur l'éducation thérapeutique. Et ceux qui ont des savoirs experts, on en voit de plus en plus, peuvent développer par exemple des outils numériques pour faciliter la gestion quotidienne avec la maladie ou de la e-éducation. Alors concrètement, en éducation thérapeutique, comment on peut mobiliser tout ça? Et moi, je vous propose un paradigme totalement maximaliste, c'est-à-dire l'idée de recruter, de mobiliser toutes ces raisons d'agir, tout ça, pour voir ce que pourrait être le partenariat le plus complet. Eh bien, ce serait un partenariat où on aurait à la fois des logiques épistémiques, c'est-à-dire qu'on mobiliserait les savoirs situés des patients au niveau de la conception des programmes. Du coup, vous avez compris, en privilégiant ceux des acteurs associatifs. On aurait, à côté de ça, également une logique consumériste, donc on mobiliserait les savoir-faire des patients dans l'animation de programmes, le recrutement des participants, l'organisation, etc. On aurait une logique démocratique, donc on voudrait maximiser le nombre de patients impliqués tout en variant leur profil et en veillant à diminuer les préjudices de participation pour rééquilibrer les enjeux de pouvoir. Et on voudrait aussi que ça serve on chercherait à multiplier les libertés de bien-être, donc multiplier les options éducatives possibles. Il s'agirait donc de proposer, par exemple, à la fois aux participants des séances individuelles, collectives ou de la e-éducation, de l'apport de connaissances, de compétences, d'éducation familiale, individuelle, de l'entourage scolaire, à domicile, etc. Et tout ça dans le but d'améliorer l'expérience patient en termes d'éducation thérapeutique. Donc, ça veut dire centrer les programmes sur ce qui fonctionne pour les participants, en se donnant l'objectif aussi que ça contribue à améliorer la qualité de leurs interactions avec les soignants, notamment en réduisant les asymétries de savoir. Alors, pour finir donc, et résumer un peu ce que je viens de dire, vous avez compris que, à mon sens, l'enjeu du moment, c'est vraiment donner le plus de sens au partenariat. Et je pense que viser toutes les raisons d'agir y aidera. Et ça veut dire aussi qu'en amont de ces approches partenariales, eh bien, il faut clarifier les raisons d'agir et puis se donner des indicateurs de succès en fonction de ces raisons d'agir. Un autre point qui me semble important, c'est que vous avez vu que la motivation des patients partenaires, c'est une motivation d'effectance, qu'ils ont besoin de se sentir efficaces et utiles. Et donc ça, c'est à questionner tout au long des démarches collaboratives. Parce que si les personnes ne se sentent pas efficaces et utiles, eh bien, elles vont finir par se désengager. Or, on a besoin de personnes qui restent engagées dans la durée pour qu'elles montent en compétences. Enfin, il faut se doter de critères de succès qui questionnent les effets des actions qui sont mises en œuvre. Mais il me semble important de rappeler qu'il faut toujours que ce soit fait à l'aune des moyens utilisés, toujours regarder la qualité des processus avant d'aller questionner les effets. Alors, je suis consciente que tout ça ouvre de nouvelles questions. En effet, c'est relativement facile d'évaluer toutes les actions qui sont adossées à une logique épistémique, parce que c'est facile d'aller voir si on a maximisé le nombre de participants, si on a accru la fidélisation au programme, etc. C'est beaucoup moins facile d'évaluer le succès des interventions axées sur les logiques démocratiques et épistémiques. Et puis, la logique démocratique comporte certaines tensions que j'ai essayé d'exposer précédemment, notamment voilà, cette volonté d'élargir le public des patients partenaires et de mixer les profils, et qui parfois s'oppose en fait à la volonté de rééquilibrer les enjeux de pouvoir. Et donc ça, à mon avis, ça reste encore à être bien réfléchi. Voilà, j'espère que du coup, vous aurez des éclairages sur ces questions ou sur d'autres points. Et en tout cas, je suis ravie d'être là et je me réjouis des échanges qui vont suivre. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Olivia. Je pense que nous avons un petit souci du côté de Philippe Baume qui a été déconnecté. J'espère qu'il a pu se reconnecter.
En tout cas, merci pour cette présentation très pertinente et que nous aurons l'occasion de discuter. Je vois Philippe Baume réapparaître, donc je vais m'effacer à son profit. À tout à l'heure. Merci Eric. Merci Olivia pour cet exposé très enrichissant pour ma part. Merci à l'A7, merci à Benoît Pétré aussi de m'avoir invité pour en fait partager voilà, des réflexions personnelles et puis surtout quelques données d'une étude d'opinion sur ce que pourrait être le partenariat auprès de professionnels de l'éducation thérapeutique. Alors, j'ai beaucoup de diapos, mais je vais essayer d'aller vite en préambule. Voilà, l'éducation thérapeutique a des promesses depuis longtemps de renouveler la relation médicale autour d'un partenariat assumé. C'est vraiment un des objectifs majeurs. Favoriser une plus grande qualité des soins, lutter contre la pénurie médicale et, ce faisant, comme chacun sait ici, tout l'impact bénéfique de l'éducation thérapeutique. Et ben, notre souhait à tous quelque part de la généraliser. Et c'était le souhait de l'Académie de médecine. Et puis, là, évidemment, ces avantages. L'avantage premier, comme disait Philippe Barrier, c'est qu'elle s'intéresse à des hommes et non plus à des maladies, mais avec, depuis peu, quelques voix, dont Philippe, nous avons perdu ton image et on ne t'entend plus non plus. Il va revenir. Hein. Je pense que le mieux, ce serait qu'il coupe l'image pour ne garder que le son parce que sa connexion Internet n'est pas très bonne. Je vous demande de patienter un petit peu. Là, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Je propose que, si ça ne te dérange pas, de couper ton image pour qu'il n'y ait pas de perte de réseau. Parce que je pense que le réseau est insuffisant. Pas de souci. À tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas où je m'étais arrêté. Donc, bien que le TP implanté a évidemment tous les avantages qu'on en attend, son institutionnalisation, son organisation est peut-être, entre autres, à l'origine d'une certaine stagnation de l'offre et même de l'activité. J'en veux pour preuve aussi le rapport d'activité de l'ARS Grand Est sur le nombre de programmes, donc un S à programme, dont le nombre en fait n'a pas trop évolué et on voit que le nombre total de personnes ayant accès à un programme d'éducation thérapeutique est quand même assez minime par rapport au nombre de patients porteurs de maladies chroniques dans cette région. Et au passage, la collaboration avec des patients au sein des programmes reste minoritaire pour donc 30% des programmes, que ce soit en termes de dispensation ou de participation à la conception. Il n'y a peut-être pas que l'institutionnalisation qui soit une limite à l'évolution de l'éducation thérapeutique, à son déploiement. Peut-être aussi en termes de contenu. Et puis déjà, à l'époque, en 2008, au moment de
de la sortie des recommandations de la Haute Autorité de Santé, un groupe dont Eric d'ailleurs faisait partie, stipulait que les questions éthiques, la relation soignant-soigné, les notions d'accompagnement, d'empowerment ne sont qu'effleurées, et plus encore, certaines de ces notions sont interprétées de manière restrictive et inadéquate avec les fondements éthiques de l'éducation thérapeutique. Ça, c'était à la fin des années 2010, donc en 2008. Bien entendu, les choses ont évolué à travers les formations, etc. Mais voilà, on voit bien que l'éducation thérapeutique, et là encore, et encore récemment, Luigi Flora et d'autres ont souligné que l'éducation thérapeutique, on veut faire pour le patient, mais on ne fait pas assez avec lui. En revanche, les mêmes auteurs soulignaient que l'éducation thérapeutique du patient, dans ce contexte francophone, français, est la voie royale du partenariat, dans plein de dimensions, comme l'a évoqué Olivia tout à l'heure. Celle-là, je passe. C'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé, donc la version québécoise, canadienne du patient partenaire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela signifie, comment ça a été vraiment développé depuis une vingtaine d'années au Canada. Donc le patient partenaire est une personne progressivement habilitée au cours de son cheminement clinique à faire des choix de santé libres et éclairés. Ses savoirs expérientiels, implicites, si possible explicites comme l'a dit Olivia, sont reconnus et ses compétences de soins développées par les intervenants de l'équipe clinique. Donc, sous-entendu, l'intégration à l'équipe clinique. Il est respecté dans tous les aspects de son humanité, il est membre à part entière de cette équipe pour les soins et services qui lui sont offerts. Et c'est cette notion-là de membre à part entière qui questionne les soignants, y compris les ETPistes, mais on pourra échanger sur ce sujet. Et tout en reconnaissant l'expertise des membres de l'équipe, il oriente leurs préoccupations autour de son projet de vie et prend part ainsi aux décisions qui le concernent. Et là, on retrouve, in fine, le patient, presque le patient expert qui prend part avec le médecin, les soignants de l'équipe aux décisions et qui parfois tranche lui-même, bien entendu. Donc cette notion de partenariat, elle a été évidemment développée, structurée à partir du modèle de Montréal, notion reprise par maintenant beaucoup d'experts en France, dont Luigi Flora, qui propose ici ce référentiel de l'expérience de vivre avec sa maladie, avec toute cette structuration et ce continuum de l'engagement, avec ce patient partenaire qui est progressivement habilité dans ses compétences, avec et là un sujet justement qui mérite qu'on pose le problème, c'est la distinction entre le patient partenaire dans ses soins, en bas à gauche, et le patient partenaire inclus dans l'équipe de soins. Et c'est là qu'effectivement, il y a un sujet des notions d'intégration dans les équipes pour lesquelles l'organisation en France, l'éducation thérapeutique et puis d'autres dispositifs s'éloignent un petit peu de cette intégration. Mais encore une fois, on pourra y revenir. Au passage, cet engagement des patients, des usagers, il vient d'être recommandé, en tout cas le soutien et l'encouragement à l'engagement des usagers vient tout juste d'être recommandé par la Haute Autorité de Santé, comme vous le savez, où
encore une fois, on reprend ici tous les, tout ce qu'on a vu, les souhaits, les directions de pratiques, comme le développement de l'accompagnement par les pairs, la systématisation et la présence effective et opérationnelle de patients partenaires. Ici, la proposition dans les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc, quoi, les acquis de l'éducation thérapeutique pour le développement du partenariat, c'est quelque chose qui est reconnu ici par la Haute Autorité de Santé, mais pas, d'ailleurs pas seulement dans le cadre des programmes d'éducation thérapeutique. Et dans ce document qui est très riche et fort bien fait, on retrouve ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec ma collègue, que dans les principes de l'engagement, la reconnaissance de toute personne comme étant toujours légitime à décider pour elle-même, la reconnaissance du développement du pouvoir agir, l'empowerment, de son sentiment d'être capable et avoir la possibilité d'intervenir sur ce qui a du sens pour soi. Donc ça, c'est le côté partenariat pour ses soins. Et l'autre principe, envisager l'engagement des professionnels et des personnes concernées comme un partenariat. Donc le terme partenariat est vraiment mis en avant dans ces recommandations sur l'engagement des usagers. Alors pour en revenir au lien entre éducation thérapeutique et partenariat, sur une dimension plus statutaire, on voit ici tous les statuts de personnes, de patients engagés dans leurs propres soins, évidemment, avec experts d'eux-mêmes. Les personnes susceptibles qui participent à l'éducation thérapeutique, et puis les partenaires pour autrui, donc la dichotomie qu'on a essayé de structurer ici par rapport, en s'inspirant du modèle de Montréal. Et ben, on travaille les uns et les autres avec des patients ressources, des patients chercheurs, des patients formateurs, maintenant de plus en plus dans certaines universités, et des patients qui interviennent dans des contextes de programmes d'éducation thérapeutique. Donc, des partenaires présents ayant plusieurs rôles et plusieurs missions, et qu'on peut regrouper dans ce partenariat, donc proche sur le plan de l'identification, proche, mais un peu différent du modèle de Montréal. Alors, ce partenariat implique de la part de ces patients, avec une intégration dynamique, un cheminement et un engagement, donc la mobilisation de compétences variées avec plusieurs champs, des compétences relationnelles et de sales management qu'on retrouve dans les compétences travaillées dans le cadre des programmes d'éducation thérapeutique, mais aussi le champ des savoirs expérientiels, encore une fois, dont on souhaiterait qu'elle soit travaillée plus, sans doute, dans les programmes d'éducation thérapeutique. Et en tout cas, c'est bien un champ très important pour cette acquisition et cette reconnaissance du partenariat, encore une fois, qui est dans une dynamique et qui prend certainement du temps. Et ceci donc induit la réflexion en termes de formation et de participation de patients à des formations, avec les acteurs de l'éducation thérapeutique qui, déjà en termes de formation, travaillent sur les relations soignant-soigné, sur le modèle délibératif que suscite donc l'éducation thérapeutique, et la cible de ces formations permettrait permettrait à des patients de cheminer vers un engagement et un partenariat
à partir du travail de compétences, notamment relationnelles et collaboratives. Ici, la proposition de formation qui sera disponible sur l'Université de Lorraine grâce au professeur Ziegler, ciblant voilà, des patients partenaires pour la formation, pour les soins, pour la recherche également. Ça, c'était le côté patient, mais du côté professionnel, il y a le partenariat évoque donc aussi une démarche de transformation personnelle. Partenariat implique, du côté professionnel, certainement d'apprendre à lâcher prise, d'accepter la perspective patient, voilà, donner de l'autonomie au patient, lui faire confiance, accepter de cheminer avec lui. C'est aussi valoriser et crédibiliser l'intervention des patients partenaires dans le cadre de formations prodiguées ensemble. Sans parler que voilà, ce partenariat, si on veut le diffuser, il faut convaincre les équipes. Certainement celles en charge de l'éducation thérapeutique seront les plus faciles à convaincre, encore que, mais évidemment tous les réseaux professionnels. Et puis cette notion de patient partenaire, de partenariat patient professionnel de santé suscite encore des interrogations. Est-ce une fois que le patient a cheminé, travaillé aux côtés du soignant, dans le cadre d'un co-leadership, est-ce qu'il devient lui-même un soignant? C'est une question qui arrive souvent dans les discussions entre experts et personnes intéressées au sujet. Et est-ce que dans cette configuration actuelle de l'organisation des soins, de la vision du soin et de l'engagement, est-ce que le patient, est-ce qu'il devient vraiment membre de l'équipe de soins comme ça existe au Québec, par exemple? Donc tout ça, sont des vraies questions. Alors et je terminerai le topo sur cette question verte. Philippe, nous n'avons plus de son à nouveau. Je pense qu'il faut que tu te reconnectes. Bon, j'espère que Philippe Baume va pouvoir nous rejoindre assez rapidement. Donc, voilà. Ah, je crois que le voilà. Voilà. Donc après c'est quelques... Donc, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Ok. Donc après c'est quelques réflexions comme ça sur
les avantages et les limites de l'éducation thérapeutique, sur le statut du patient partenaire, comme il existe déjà plus ou moins, et comment il est pensé et structuré d'après le modèle québécois. Ben, nous, notre souhait, c'était de prendre la température auprès des professionnels de l'éducation thérapeutique. Donc, nous avons mis en œuvre, notre groupe, une enquête quantitative par auto-questionnaire, donc sur la perception des professionnels de santé impliqués en ETP sur cette approche de patient partenaire. Donc, on a visé plus de 300 participants à l'occasion de séminaires de formation, et puis grâce à mes collègues ici de l'unité d'évaluation médicale, qui sont en réseau avec toutes les UTEP des CHU de France. Donc le but, c'est vraiment de décrire les connaissances et perceptions des professionnels de santé impliqués en ETP sur l'approche patient partenaire de soins. Donc déjà, la connaissance du concept, donc à peu près, presque la moitié avait déjà entendu parler du concept. En revanche, un peu plus de la moitié avait un petit peu de mal à faire justement le distinguo entre cette approche patient partenaire et l'éducation thérapeutique. Et voilà ce qui nous a fait dire que le concept était moyennement connu et qui nécessitait une clarification par rapport à l'éducation thérapeutique. Et en termes de besoins, en termes de collaboration avec les patients, donc les répondants étaient plutôt d'accord, avec des réponses consensuelles, notamment sur l'item « Le partenariat implique que le soignant accepte, favorise l'autonomie du patient, capable de prendre lui-même des décisions ». Donc là, cet item-là, la plupart des professionnels étaient plutôt d'accord. Et est-ce que le partenariat est basé sur une double reconnaissance pour le patient, le savoir expérientiel sur le vécu et la maladie, et pour le soignant, les connaissances et l'expérience thérapeutique. Et là aussi, la plupart des répondants étaient tout à fait d'accord ou d'accord. En revanche, sur la manière dont, par exemple, le soignant accepte de collaborer avec le patient à égalité dans la prise de décision thérapeutique, donc c'est le petit schéma en haut à gauche, vous voyez que l'unanimité n'est pas totale. Il y a pas mal de réponses en orange de type d'accord avec réserve, voire pas d'accord. En bas à gauche, sur la thématique de l'acceptation de la remise en cause par le patient des propositions conseils thérapeutiques des professionnels de santé, vous voyez que les professionnels répondants, là aussi, pour un bon tiers, sont d'accord, mais avec des réserves. Et je ne parle pas des presque 5% qui ne sont pas d'accord. Et en termes d'inclusion à l'équipe de soins proprement dite, pour ce patient partenaire de soins, eh ben, vous voyez que ce sont les barres rouges, que les propositions, c'est que ce n'est pas forcément possible dans le cadre, effectivement, de l'organisation des soins et des équipes actuelles. Donc, on se rend bien compte sur certains aspects que les professionnels, en tout cas c'est une question, ne sont pas forcément prêts à 100% à partager le leadership, donc à accueillir ce patient partenaire, alors intégré à l'équipe pour autrui. Donc ce qui là aussi questionne, et je rappelle ici des interrogés, mais déjà acteurs en termes d'éducation thérapeutique ou dans les UTEP. Et au passage, les répondants avaient proposé que
des priorités pour renforcer le partenariat. C'était évidemment le développement et la co-construction des programmes de TP avec les patients. Des formations, peut-être justement pour revoir un petit peu leurs compétences en matière d'éducation thérapeutique et pour aller plus loin, et notamment dans le champ des savoirs expérientiels, et puis du temps et de l'échange avec les patients. Donc, pour terminer, donc ce lien entre éducation thérapeutique et partenariat, avec des notions, des approches un peu différentes par rapport notamment au modèle de Montréal, ben nous a fait réfléchir à un projet en équipe ici en Lorraine et en lien avec nos collègues de Liège, notamment dans le cadre du projet APPS. Et ben on a envisagé, et c'est en cours, une étude exploratoire qui justement permet d'explorer les expertises des uns et des autres sur ce développement possible du partenariat à partir des acquis de l'éducation thérapeutique, à la fois pour clarifier les idées, pour qu'un consensus puisse se faire autour de la terminologie, de la direction que pourrait prendre ce partenariat dans le contexte, encore une fois, de la pratique courante. Et ce travail est en cours. Le premier tour, d'ailleurs, de cette étude Delphi a été très, très riche, tellement riche que voilà, on travaille à la rédaction d'un deuxième tour. Et donc, plusieurs dimensions qu'on a évoquées tout au long des deux topos sont explorées avec plusieurs dizaines d'items. Et on espère pouvoir communiquer les résultats de cette étude exploratoire à travers des publications et à travers un colloque qu'on organise le 6 novembre à Nancy, avec tout un tas d'invités qui, je l'espère, pourront se rendre à Nancy. Et là, on surveille au jour le jour la situation sanitaire et vous en saurez tous un petit peu plus dans les prochains jours. Alors donc la question, moi j'avais proposé pour le topo, pour le titre du topo, c'est l'éducation thérapeutique est-elle un bon moyen pour développer le partenariat patient-professionnel de santé? Oui, certainement. On en est convaincu et ça pourrait même être une façon aussi de revitaliser un petit peu les actions, les organisations, la conception même de l'éducation thérapeutique, et en travaillant encore plus avec les patients, en travaillant sur en échangeant, en collaborant pour cheminer ensemble. Voilà, éducation thérapeutique, partenariat, personnalisation des soins, en fin de compte. C'est peut-être des points de vue différents, mais tout ça pour, encore une fois, aider les patients, collaborer avec eux et cheminer avec plein de questions encore ouvertes sur comment on organise tout ça dans la vraie vie. Et c'est justement l'objet des échanges et des questions qu'on va pouvoir avoir dans les prochaines minutes, mais aussi dans les prochaines semaines et à l'avenir. Merci beaucoup de votre attention et désolé pour les ennuis techniques. Merci Philippe, merci à tous les deux donc pour cette conférence extrêmement enrichissante et le nombre d'intervenants sur le chat le prouve.
Il y a beaucoup de questions que je vais résumer. Je voudrais juste faire une petite synthèse. On a vu finalement la notion de patient partenaire qui recouvrait différentes dimensions, de différents savoirs, avec des logiques d'approche différentes. Et puis, on a vu que ça s'inscrivait logiquement dans la relation d'éducation thérapeutique et la difficulté finalement pour les soignants d'intégrer réellement comme des partenaires les soignants partenaires justement, qui sont parfois des alibis, comme on a pu le voir dans une stratégie consumériste. Alors, la première question, ça serait en fait pour Olivia, est-ce qu'il y a des moyens d'identifier chez les patients les différents savoirs pour finalement avoir cette complémentarité ou soutenir cette complémentarité dans les actions que peuvent proposer les soignants dans ce partenariat, dans cette collaboration? Donc effectivement, ces savoirs sont très faciles à repérer. D'abord, les savoirs expérientiels, c'est des savoirs qui s'expriment en première personne. Donc les personnes parlent de leur expérience. Donc voilà, c'est moi, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui a marché, qui n'a pas marché. Donc elles parlent d'elles. Elles ont une grande facilité d'ailleurs pour ce qui est des savoirs expérientiels explicites à parler d'elles-mêmes. Au niveau des savoirs situés, comme c'est des prises de position collectives et que c'est des expériences collectives, les personnes sont pas là pour parler d'elles et donc c'est plutôt au nom des patients. Et donc, ça se repère aussi assez facilement. Et l'avantage de ces savoirs situés, c'est aussi le fait que ça émane de personnes qui ont mis leur propre histoire en perspective avec celle de plein de personnes. Donc, elles savent ce qui est vraiment singulier, ce qui l'est moins, ce qui est très fréquent. Donc, c'est des savoirs assez solides de ce point de vue-là. Mais les deux ont vraiment leur intérêt. C'est juste à chaque fois d'utiliser les bons savoirs au bon endroit. Merci pour cette réponse. Donc, effectivement, c'est toute la question de l'identification et qu'on ait quelque part une grille de lecture qui soit homogène, hein, si on peut dire, même si c'est pas possible hein, sur le plan de la relation avec l'autre. Mais on manque peut-être aussi d'outils au sein des équipes pour favoriser ce partenariat, parce que on peut imaginer qu'il y a un problème de valorisation aussi des soignants qui, en tant qu'éducateurs soignants, qui les mettent en difficulté par rapport au fait d'intégrer des gens dont ils ont du mal à apprécier les compétences en fait. Et c'est une question pour Philippe Baume. Est-ce qu'on peut penser que le défaut de valorisation des soignants éducateurs actuellement puisse contribuer aussi à cette difficulté dans le partenariat? Je ne sais pas si tu as compris ma question. Ah. Allô? Ouais, non. Oui. J'ai rien entendu là. Bon, ma question c'était est-ce que finalement il n'y a pas un problème de valorisation des soignants indicateurs pour pouvoir intégrer d'autres partenaires dans ces actions, puisque c'est des actions qui peuvent. C'est très intéressant ce que tu as pu montrer à la fin. Les freins qui sont du côté du soignant par rapport à l'intégration. Alors, dans le chat, il y a eu des notions de puissance des soignants, mais je pense qu'il y a des angoisses, il y a des questions identitaires et de légitimité aussi. Ils ont eu du mal à être connus, à avoir un financement pour les actions éducatives. Et on se retrouve, finalement, je m'inclus dedans, c'est peut-être un lapsus révélateur, avec finalement devoir intégrer des partenaires dont ils ne connaissent pas réellement les compétences. Et c'est quelque part une dépossession. On voit bien que c'est vécu comme une perte de pouvoir, mais aussi une dépossession de quelque chose de leur rôle. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce sujet tous les deux. Moi, je veux bien. Je dirais que le milieu associatif peut le vivre exactement de la même manière parce que même si c'était moins formalisé dans le milieu associatif, ça fait Alors, je sais pas, ça fait partie des missions du milieu auto-attribué du milieu associatif que de développer les compétences de ses membres, notamment en leur donnant accès
au savoir, etc. Donc, certes, la pédagogie utilisée était beaucoup moins travaillée depuis qu'elle s'est scientifisée, professionnalisée, etc. Néanmoins, c'est exactement ce qui se passait dans l'entre-soi associatif, où il n'y avait pas de réunion sans qu'il y ait des topos de soignants, sans que les gens échangent collectivement et cherchent à améliorer leurs compétences, notamment psychosociales. Donc, en fait, ils peuvent tous vivre exactement de la même manière une dépossession par le milieu soignant du fait que d'un seul coup, ils se soient donné les mêmes objectifs, encore une fois, pas avec les mêmes moyens, mais dans les mêmes objectifs, qu'ils aient découvert aussi tout l'intérêt des séances collectives. Et on sait d'ailleurs, dans tous les papiers, c'est dit à quel point ce que les patients préfèrent dans l'éducation thérapeutique, c'est les échanges avec leur père dans ces séances collectives. On retrouve ça très, très souvent. Or, ça aussi, c'est ce qui se passait dans le milieu associatif. Donc, on peut se dire que du coup, ils ont moins besoin d'aller dans le milieu associatif pour rencontrer des pairs. Donc, en fait, cette crainte, il ne faut pas croire qu'elle est que du côté des soignants. Elle serait légitime, en tout cas, du côté associatif. Et là, ce qu'on propose, c'est une fusion des modèles pour prendre le meilleur des deux ensemble. Oui, et finalement, c'est vraiment une relation de partenariat entre deux structures. Et la question suivante, c'est finalement, est-ce que le meilleur témoin de ce partenariat, ce ne serait pas d'intégrer, et symboliquement, c'est ce qui est le plus fort, et c'est ce qui est sur lequel les soignants sont le plus frileux, d'intégrer finalement les patients dans les équipes de soins. Certainement, enfin, à condition que les structures et les tutelles l'organisent et le permettent. Parce que jusqu'à présent, enfin, il y a peut-être des expériences sur Paris, mais à ma connaissance, évidemment, on travaille avec des patients, des patients experts, pour le coup, qui co-animent des ateliers. Mais est-ce qu'on parle déjà à ce stade-là d'intégration dans l'équipe en permanence? On est encore loin de tout ça. Et comment le valoriser, c'est déjà professionnalisé en quelque sorte, mais la valorisation, tout ça, ça reste très ouvert. Alors, je trouve que ça rejoint une question de Madame Hutto qui nous disait comment lutter contre des réticences. J'ai vu dans le chat. Et je pense alors, déjà, il y a les leviers de la logique utilitariste, c'est-à-dire pour rentrer dans les clous, s'il y a des normes qui font et c'est déjà le cas, la Haute Autorité de Santé, ça fait partie des critères de qualité qu'il y ait des patients partenaires dans l'équipe pédagogique. Donc, c'est un levier important. Il ne faut pas oublier que le milieu soignant est quand même, et heureusement, très légaliste. D'ailleurs, les recherches ne sont financées au Royaume-Uni que si elles sont participatives. Et du coup, on a 90% des recherches qui sont participatives. Alors, évidemment, plus ou moins de bonne qualité, on peut discuter, voilà, mais c'est déjà un début. Donc, je pense que le levier utilitariste, il est très, très intéressant. Ensuite de ça, la formation initiale, et je vois que ça en a beaucoup débattu dans le chat, évidemment, sera déterminante. Et j'ai l'impression que du coup, ça se prépare bien et que donc ça va être un levier pour la génération future. Et puis, à l'heure actuelle, on intègre des patients, on commence à intégrer des patients à différents endroits en France dans les UTEP. Donc, l'idée, c'est pas de professionnaliser, en tout cas pour ce qui est de l'éducation thérapeutique, parce que dans d'autres champs, il y a de la professionnalisation des patients dans les équipes de soins, et je pense notamment aux médiateurs de santé pair en psychiatrie, qui, eux, sont vraiment recrutés, et il y en a, on en forme à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et d'ailleurs, c'est le laboratoire éducation et pratique de santé qui est chargé de la formation au niveau licence 3 de ces usagers, qui sont recrutés en CDI directement dès l'obtention de leur licence pour 100% d'entre eux, puisque c'est prévu dès leur entrée en licence et organisé comme ça.
c'est le CCOMS qui est à l'origine de ce projet. Donc là, et on forme 40 médiateurs par an depuis 3 ans au niveau licence. Mais pour ce qui est de l'éducation thérapeutique, ça aussi d'ailleurs, il faudra en discuter, parce que pourquoi les médiateurs de santé pairs sont recrutés dans les équipes, pourquoi dans l'éducation thérapeutique, ça reste majoritairement du bénévolat. Néanmoins, le modèle qui a l'air de se dessiner, c'est l'intégration de patients rémunérés comme membres à part entière des UTEP, qui, eux, sont chargés de déployer le partenariat sur le site hospitalier où est situé l'UTEP. Et ça, je pense que c'est un modèle très prometteur, parce que les équipes, souvent, ont envie de faire, mais ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas qui contacter. Et donc, on a besoin de facilitateurs. Moi, je crois à la bonne volonté des équipes. J'ai moi-même souvent été sollicitée sur « on a envie, mais comment on fait ?» et à quoi ça sert, et expliquez-nous. Donc, on a besoin de ces rôles-là et de ces métiers-là, en fait, pour mettre ça en place au niveau des établissements. Et quand on voit les recommandations HAS, quand on voit tout ce qui sort, je pense qu'on en est maintenant plus à une question d'organisation qu'à une question de fond. Donc les UTEP sont les cristalliseurs de la création de ces partenariats, de leur légitimisation au sein des établissements, en fait. Il me semble. Oui, moi, c'est l'expérience que j'en ai. C'est vrai que. Et un autre élément, c'est quand même d'établir une charte qui permette je dirais, d'institutionnaliser aussi le rôle des patients partenaires au sein de l'établissement. Et ça peut être mené par les UTEP, justement. Une remarque sur ce plan-là, Philippe ? Oui, alors moi, on parle beaucoup des établissements, l'UTEP, sauf que alors, ça c'est une question redondante, hein, les besoins en éducation thérapeutique, ils sont aussi dans le cadre des soins primaires. Et comment, pour un bon nombre de maladies chroniques, et comment, je vous pose la question à tous les deux, comment on envisage éventuellement dans le cadre d'une organisation, l'ETP, dans le cadre des soins primaires, comment on envisage le partenariat patient à ce niveau-là? Alors déjà, dans les soins primaires, l'ETP a eu des difficultés à se mettre en place indépendamment des patients partenaires ou des patients, l'éducation thérapeutique et soins primaires, à part dans les maisons de santé où il y a de la pluriprofessionnalité sous la main, en fait. Voilà, on travaille plus des postures pédagogiques que de l'éducation thérapeutique en tant que telle. Donc, je pense qu'autour des maisons de santé, où se mettent en place des comités d'usagers, alors de manière encore chaotique et parcellaire. Et voilà, et parcellaire, bien sûr, mais là aussi, il se passe des choses, et en toute logique, ça devrait s'accentuer. Donc, je pense que ces comités d'usagers seront certainement des personnes très utiles pour abonder ces programmes, quoi. Enfin, ce qui sera mis en place autour de l'éducation. Naturellement, il devrait y avoir des liens qui se créent. Il y a eu une question aussi que j'aimerais bien relever. Pour compléter sur ce plan-là, Olivia, je pense qu'il faudra quand même des opérateurs, que les opérateurs seront issus d'une relation entre associations et plateformes territoriales. Les espaces ressources qui sont en train de se mettre en place en éducation thérapeutique sur les grandes régions. Et pourquoi pas les UTEP si on leur délègue aussi ce rôle-là avec une externalisation interne de l'hôpital, ce qui n'est pas simple. Hein. Mais de toute façon, je pense que dans cette histoire de partenariat, les UTEP seront forcément des éléments moteurs et que les choses après, je dirais, s'étendront, feront tache d'huile sur l'ensemble du territoire. Mais ça ne sera pas pour demain le soin primaire, surtout dans les régions où il y a des problèmes de démographie médicale et paramédicale qui restent quand même extrêmement aigus, notamment dans le nord-est de la France. Je te rends la parole, Olivia. Oui, enfin, pour rebondir sur la question des déserts médicaux, voilà, la e-éducation, sans doute, est assez prometteuse aussi. Je sais que du côté de Montpellier, ils ont développé vraiment des beaux programmes d'e-éducation et par exemple, hein, mais je ne dis pas que je connais tout ce qui se passe en France, hein, mais pour les avoir rencontrés, j'ai été assez séduite.
Voilà, donc je pense qu'aussi il y a de l'avenir dans ce sens-là. Il y a une autre question qui m'a percutée, qui était les effets pervers du partenariat, qui était celle des effets pervers du partenariat. Et si elle m'a questionnée, c'est que je trouve cette question intéressante et je suis très soucieuse aussi également des effets pervers. D'abord, je me reconnais bien dans le pragmatisme et quand on est pragmatique, on se pose toujours la question des conséquences de ce qu'on fait avant que de les faire. Et on se méfie que les solutions d'aujourd'hui ne deviennent pas les problèmes de demain, en fait. On est dans une forme de prudence, en fait. Et donc, et je me reconnais bien là. Du coup, voilà, cette question m'a percutée, quoi. Alors, les effets pervers qui me viennent là, hein, sans exhaustivité du tout, c'est peut-être qui choisit les patients experts, qui les forme, selon quelles normes. Il y a un peu surtout dans l'éducation thérapeutique, hein, d'ailleurs, il y a l'idée qu'il faut que ce soit un patient observant, le bon patient, enfin, des normes très médicales, très soignantes, que peut-être j'interrogerais. D'abord parce que la pédagogie par l'erreur, c'est très intéressant aussi, qu'un patient puisse dire je n'ai pas fait ça et du coup voilà les conséquences. Je pense qu'on apprend plus là que quelqu'un qui vous dit ben moi je fais du sport 2 heures par jour et c'est absolument génial et j'adore ça. On se dit bah super pour lui mais c'est pas mon cas. Donc je pense qu'on a besoin au centre de la pair-aidance ou de la pair-éducation, c'est l'identification mutuelle. Et on identifie plus souvent avec des personnes qui ont des difficultés qu'avec ceux qui font tout bien. Donc, je pense que attention à ces normes, et en tout cas sans les rediscuter, sans les réfléchir, et en particulier avec les associations aussi. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment les vrais patients en fait, et la vraie perspective patient. Dans les programmes de patients enseignants que j'ai mis en place à l'Université Sorbonne Paris-Nord, le recrutement des patients passe par des patients selon des compétences qu'ils ont identifiées eux et selon des profils qu'ils ont identifiés eux. Et ça, on y tient. Et c'est le seul moyen d'avoir vraiment la perspective patient brute, en fait, telle qu'elle est validée et légitime pour les patients et pas pour les professionnels. Et ça, on tient beaucoup à ce processus-là. Ouais, je crois que c'est vraiment un point très important, ça, de ne pas choisir les patients en fonction de la représentation du soignant qui, s'il est dans une relation de soins un peu dirigiste et paternaliste, comme ça peut être cité, malgré son statut d'éducateur qui n'est pas toujours en adéquation, eh bien, il aura tendance à choisir des bons élèves, des patients qui parlent peu, qui sont soumis, ce genre de choses. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un point fondamental et ça interroge la question de la posture éducative d'une façon générale. Si le soignant, c'est une question que je vous pose, hein, si le soignant a une bonne approche, de bonnes attitudes avec le patient, lui laisse de la place et vraiment, je dirais, dans un accompagnement non enfermant, est-ce que finalement, c'est pas la meilleure garantie d'avoir aussi une bonne qualité de partenariat avec les patients qui vont intervenir par la suite? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Bon, pour ma part, quand je collabore avec des patients dans des actions, pour vous donner un exemple récent qui n'était pas dans l'éducation thérapeutique, mais qui était dans le cadre d'une recherche collaborative, eh bien, en fait, je traçais les manifestations d'esprit critique. Alors, je traçais je m'étais donné un petit auto-questionnaire, en fait, avec simplement 4 critères. Je questionnais leur présence, leur participation et l'esprit critique, parce que tout ça, c'est des indicateurs de l'empowerment. Si je voyais une baisse générale, je pouvais me remettre en question et me dire c'est moi qui anime mal le groupe.
voyez, si ce n'était pas qu'une personne qui décrochait, mais que c'était un ensemble au même moment, je pouvais moi me remettre en question. Et puis du coup, ça voulait dire que j'attendais l'esprit critique comme quelque chose de positif, ce qui me rappelait régulièrement aussi parce que c'était souhaité. Et puis, j'ai plutôt été rassurée les fois où ça m'a bousculée, en fait. Même si spontanément, ça a pu être difficile. Je vais donner un exemple. Je suis formée en éthique, j'ai un master d'éthique. Je fais partie de comité d'éthique. J'ai l'impression d'être compétente dans le domaine. Eh bien, ils ont critiqué mon formulaire de consentement en me disant il est incompréhensible, il est jargonneux. Alors, je leur ai dit très bien, faites-moi une contre-proposition. Et ils sont arrivés à quelque chose qui m'a heurtée. Parce que je trouvais que c'était trop incitatif pour de la recherche, parce que mes normes à moi étaient bousculées. Et heureusement, je me suis rappelée de ça. Et du coup, on est rentré dans une négociation. C'est-à-dire, il y avait des choses qui étaient essentielles parce qu'il y a des phrases types qu'il faut qu'ils figurent dans ce texte-là, les phrases légales, quand bien même elles sont jargonneuses. Mais par contre, sur d'autres choses, je pouvais lâcher même si ça me heurtait initialement. Et ça, je le vois comme vraiment la preuve qu'il y avait de la vraie collaboration et de la vraie co-construction. Oui, ça veut dire que chacun fait un pas vers l'autre et accepte de lâcher certaines choses, en fait. Il faut qu'il y ait une transformation. Dans une vraie collaboration. Ouais, c'est une transformation mutuelle. Bon, Philippe, est-ce que tu souhaites rajouter un mot? Non, effectivement, hein, je pense que je pense que comme il n'y a plus beaucoup de questions et on a bien balayé l'ensemble des questions, des remarques des participants, je propose que vous fassiez peut-être un petit mot chacun de synthèse par rapport à votre ressenti de cette conférence, et puis moi je conclurai. Vous m'entendez? Oui. Donc, la synthèse, effectivement, pour moi, l'éducation thérapeutique est un vrai socle, à condition qu'on en rediscute ses fondements en équipe pour pouvoir accueillir encore mieux les patients. Évidemment, lorsqu'on dispense l'éducation thérapeutique et qu'on travaille avec eux leur savoir expérientiel, et puis qu'on prépare avec certains de ces patients des espaces, qu'on envisage des espaces de collaboration pour petit à petit, en lien avec évidemment les associations de patients, les institutions et même les recommandations, qu'on aille vers cette forme de partenariat qu'on a évoqué tout au long du topo, et charge sans doute aux acteurs de l'éducation de convaincre aussi tous les autres partenaires soignants que c'est l'avenir, que les choses bougent et qu'il faut vraiment intégrer ça dans sa perspective de soins, sans compter qu'il faut l'intégrer petit à petit en formation initiale pour tous les métiers de la santé, et en particulier les études médicales, mais grâce aux acteurs comme Olivia et d'autres fervents défenseurs de ces aspects-là dans beaucoup d'universités en France. Merci. Philippe, un petit mot, Olivia. Oui, je crois que ma conclusion, elle est simple, hein, parce que, là, on est entre personnes convaincues, mais c'est l'idée de dire qu'on ne peut pas faire d'approche centrée patient sans patient. Enfin, ça, c'est quand même le nez au milieu du visage quand on y pense. Hein. Et je pense que dit comme ça, tout le monde peut qu'adhérer. Et que l'ETP, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, ça a été un magnifique levier pour institutionnaliser en France ou pour promouvoir en France peut-être
l'approche patient-partenaire en général, et qu'il faut que le TP reste investi là-dedans, garde son avance, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça a dépassé le milieu de l'ETP. Et je pense que voilà, il y a encore beaucoup de choses, à faire avec ce point de vigilance qui est de le faire en particulier avec les associations de malades, là où c'est pertinent. Et ce lien-là, il est vraiment à travailler. Est-ce qu'on aurait perdu notre animateur? Oui. Oui, c'est à mon tour d'avoir une connexion, désolé. Bon, ben, en tout cas, j'ai quand même entendu. Hein, je pense que c'est effectivement très important. Et merci beaucoup. Les termes transformation mutuelle, respect mutuel, je pense que ce sont des choses effectivement extrêmement importantes. Et puis la question de la formation. Alors, cet après-midi, justement, il y aura une réflexion sur la formation initiale pour l'éducation thérapeutique. Hein. Donc, c'est à 17h, une conférence débat. Et puis demain, il y a une conférence sur neurosciences et ETP à 15h30. Je voudrais remercier d'abord Olivia et Philippe pour la qualité de votre intervention et de vos échanges. Et puis l'ensemble des participants qui ont été également très impliqués. Je ne doute pas que c'est un sujet qui fera encore couler beaucoup d'encre et beaucoup de réflexion et qui sera une préoccupation de la CET pour favoriser cette collaboration et ce partenariat, puisque c'est encore plus fort que le terme collaboration. Et donc, on est, comme l'a dit un chatter, vraiment au cœur de la relation humaine et c'est d'autant plus riche. Oui, je viens d'indiquer, c'était sur le PowerPoint, je crois, mais je viens d'indiquer mes coordonnées, Mel. Si j'ai vu passer dans le chat, est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées? Donc, je viens de les faire passer. Et sinon, n'hésitez pas à les diffuser. Merci. Et puis, je vous rappelle à tous le congrès de Montpellier de la CET, donc du 27 au 29 mai prochain. Retenez cette date. Il est pour l'instant prévu en présentiel. On verra. On croise les doigts par rapport à ça. Oui, on espère. Oui. Pour favoriser une meilleure relation humaine. Bon courage à tous, à toutes, et puis sans doute à une prochaine. Au revoir. Merci Eric. Au revoir. Au revoir. Au revoir, plaisir.